Chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans le grand débat d'Africa 24, débat consacré au processus électoral en cours dans ce pays qui doit conduire à l'élection d'un nouveau président le 7 octobre prochain. Le grand débat aujourd'hui s'interroge sur les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme ici au Cameroun, d'où nous émettons en direct. Pour en débattre, nous avons déjà 2 représentants de candidats sur ce plateau. Les autres vont nous rejoindre progressivement dans le cours de ce débat. Il s'agit d'abord du professeur Joseph Vincent Touda Eboudé. Il représente le candidat Paul Biya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Également avec nous, M. Adamou Yumo Koupit. Il représente le candidat Adamou Ndam Njoya. Merci. Merci de nous avoir invités. En attendant que les 2 autres invités ne nous rejoignent sur ce plateau, nous savons quand même que nos chers téléspectateurs ne nous lâchent jamais. Ils sont toujours avec nous, ils participent à cette émission, ils nous envoient des réactions. On en a déjà reçu et on peut continuer par en recevoir par les adresses suivantes parce qu'on leur a posé une question. Que pensez-vous de la sécurité et la lutte contre le terrorisme au Cameroun? Vos réactions sont attendues sur nos différentes plateformes Facebook et Twitter et via les différents hashtags qui s'affichent au bas de votre écran. Qu'en est-il de la situation sécuritaire au Cameroun? Le pouvoir central a-t-il la maîtrise de la situation? Les populations ont-elles de belles raisons d'espérer? Élément de réponse dans ce reportage qui est signé Adidjatou Badawi. 2 réalités caractérisent la situation sécuritaire au Cameroun: le terrorisme et la crise anglophone. Les attaques terroristes dans l'extrême nord du pays menées par le groupe Boko Haram, dont l'ambition est de former un califat partant du nord-est du Nigeria en vue de créer un État islamique. Les méthodes opératoires sont entre autres les attentats kamikazes, les enlèvements et parfois des raids contre l'armée. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est plutôt une guerre asymétrique menée par des séparatistes. Une crise qui s'est muée en protestation armée bien au-delà des revendications initiales formulées par les avocats et les enseignants en novembre 2016. Ces derniers militaient pour une meilleure prise en compte des particularités du système judiciaire et éducatif anglophone. À ce jour, les séparatistes ont mené plus d'une 40aine d'attaques armées causant plus de 180 000 déplacés. Il y a quelques attaques qui peuvent se faire et quelques enlèvements, mais il y a plusieurs enlèvements qui sont également évités par la présence ou bien par la réaction rapide de nos forces de défense, c'est-à-dire un respect, n'est-ce pas, du droit international humanitaire, l'usage proportionné ou proportionnel de la force, des actions civilo-militaires pour diminuer la souffrance de la population sur le terrain, le rétablissement de la paix. Entre couvre-feu, rupture du réseau Internet, fermeture de commerce et patrouille régulière des forces de l'ordre, le gouvernement camerounais tente d'apporter une réponse concrète aux menaces terroristes et à la crise anglophone. Cependant, les activités des populations sous l'emprise de ces violences sont au ralenti. Elles sont obligées de quitter leur ville pour trouver refuge dans les régions plus stables. Cette crise a fait des victimes innocentes, civiles et soldats. Malgré la riposte armée, certains observateurs nationaux notent des bavures. La situation sécuritaire au Cameroun est ce que j'appellerais délétère, à risque et passablement maîtrisée. Alors, délétère, c'est eu égard au drame humain qui se passe. Les bavures sont déjà inhérentes à l'activité militaire. Pas qu'elles sont normales, mais c'est des distorsions dans la planification. Le 23 décembre 2014, une loi portant répression des actes terroristes a été adoptée à l'Assemblée nationale. Dès lors, la sécurité a été renforcée sur tout l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les régions de l'extrême nord, du sud-ouest et du nord-ouest. Dans l'extrême nord, par exemple, les autorités administratives ont instauré des comités de vigilance pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Mais dans le nord-ouest et le sud-ouest, les sécessionnistes ne faiblissent pas. Pour vaincre ce genre d'attitude, il faut couper à ces entrepreneurs de violence la clientèle sociale. Ça, c'est mon avis. Donc, ça ne marche pas si on met tout dans la réciprocité violente. Au milieu des terroristes au visage inconnu dans l'extrême nord et des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest qui refusent toute médiation avec le gouvernement central, il demeure complexe de distinguer les honnêtes citoyens des vrais belligérants.
d'où la complexité de la lutte. Merci à Adijatou pour ce sujet. Alors, M. Koupit, on l'a vu dans le reportage, le Cameroun aujourd'hui est sur deux fronts. D'abord, il faut réussir à contenir les élans séparatistes, comme on en observe d'abord dans le nord-ouest et le sud-ouest, et également contrer les terroristes au nord. Est-ce que vous le vivez bien, tout cela? Bon, je dois d'abord dire que j'appartiens à un parti qui est fondé sur la non-violence, un parti qui est un parti républicain, un parti dont le leader est reconnu comme l'un des piliers de la paix dans le monde. Le docteur Adamu Ndamjoya est président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. À ce titre-là, il a, partout dans le monde, servi de médiation pour apporter la paix là où elle était menacée, ou là où elle était déjà rompue. Je ne vais pas mettre les citer même ici en Centrafrique, en République sud-africaine et autres. Donc, lorsqu'il s'agit de la violence, vous pouvez imaginer que ça nous touche profondément. Et nous nous posons la question, parce que généralement, lorsqu'on a un minimum de sagesse, il faut se dire, est-ce qu'il faut regarder là où on est tombé ou il faut regarder là où on a trébuché? Le Cameroun, effectivement, est sur deux fronts de violence. Dans la partie septentrionale, avec l'attaque de Boko Haram, et puis depuis 2016, dans les deux régions anglophones du pays, avec les élans sécessionnistes qui aujourd'hui prennent des allures de violence importantes. Nous les avons condamnés de part et d'autre. Et notre président, il était à l'extrême nord pour apporter le réconfort, prendre la mesure de la situation, non seulement apporter le réconfort aux populations, mais également apporter une contribution et trouver effectivement les voies et moyens en termes de propositions au gouvernement. Il a installé là-bas une antenne de l'association de dialogue, de l'association camerounaise de dialogue interreligieux. Je rappelle ici qu'au départ, les Boko Haram semblaient donner une optique religieuse islamique à leur lutte. L'installation de cette antenne a permis de comprendre, de freiner un peu une orientation qui aurait dû être fratricide pour le Cameroun. Parce qu'il y avait une tentative de dire que c'est un terrorisme islamique, une tentative d'orienter cela dans une guerre entre chrétiens et musulmans. Et qui est-ce qui faisait cette orientation, justement? Non, même officiellement, parce que même le discours officiel, heureusement que le chef de l'État lui-même n'a jamais prononcé le mot de Boko Haram comme une secte islamiste. Il ne l'a jamais fait. Il a toujours dit secte terroriste, contrairement à certains langages officiels, certains officiels du pays qui tenaient ce langage. Donc, l'installation de cette antenne par le docteur Adamu Ndamjoya a contribué à freiner un peu cette possibilité de faire glisser vers le terrorisme. Donc, nous, ce que nous déplorons, c'est que la lutte contre le terrorisme ou contre la violence dans un pays ne doit pas être prioritairement répressive. Nous, à l'UDC, nous pensons que mettre l'accent sur la prévention est la voie salutaire. Donc, selon vous, on n'a pas mis suffisamment d'accent sur la prévention. Sur la prévention. Qu'il s'agisse de la crise anglophone ou de l'attaque de Boko Haram. Bien entendu. Monsieur Ntouda Ebode, comment est-ce que vous vivez ces deux fronts qui sont ouverts aujourd'hui? Merci de me poser la question. Je dirais déjà que c'est réduire l'ampleur que de parler des deux fronts. Et c'est réduire les efforts du peuple camerounais. Vous voulez dire qu'il y a plus de fronts ouverts, c'est ça? Je voudrais dire qu'il faut placer tout cela sur le long terme. Une tendance lourde. Prenez qu'on a fini avec Bakassi, et à peine on a fini avec Bakassi, la piraterie a pris de l'ampleur, et à peine on a réduit la piraterie, la République sœur de la Centrafrique a eu des problèmes. Les premières incursions au Cameroun, ça a été neutralisé. Boko Haram, ça a été neutralisé. Maintenant, c'est la partie. Donc tout cela est dans une dynamique d'ensemble et c'est la même population, c'est le même pays, c'est le même président, c'est le même gouvernement qui travaille. Donc si on coupe comme si ce n'était pas lié,
puisque c'est quand même le même budget, c'est les mêmes personnes qui luttent. Il faut donc voir ça de manière globale. Mais est-ce que vous voulez dire que tout cela est planifié? On ne peut pas dire que tout cela est absolument planifié, mais il y a des éléments qui indiquent qu'il y a si vous voulez, un lien entre les différents éléments. Alors, quels sont les éléments qui vous permettent de le dire, par exemple? Oh, il y a beaucoup d'éléments que je ne peux pas évoquer ici parce que secret défense, c'est ça? La réserve est secret défense, mais vous aurez quand même observé que c'est trop lié et c'est comme si il y avait une tendance à l'encerclement. Donc vous comprenez que si ce n'était pas un grand leader dans ce pays, si les forces n'étaient pas professionnelles et si la population ne refusait pas, on serait plus engagé qu'on ne l'est actuellement. Donc pour moi, la situation est sous maîtrise. Mais cela ne signifie pas qu'on va baisser la garde. Mais M. Coupi disait tout à l'heure qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur la prévention et qu'on subit de plein fouet ces événements, un peu comme si c'est une fatalité en quelque sorte. Non, disons que ça c'est un point de vue. Ce n'est pas au Cameroun d'aller faire la prévention s'il y aura des problèmes en Centrafrique. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre sur la longue durée. Ce n'est pas au Cameroun d'aller faire la prévention s'il y aura des oppositions religieuses. Mais le Cameroun n'est pas le seul voisin de la Centrafrique, par exemple. Il y a d'autres pays, mais qui n'ont pas été frappés par le terrorisme, par exemple, qui sont aussi voisins de la Centrafrique. Si vous voulez aller demander aux Tchadiens, vous diront. Demandez à d'autres pays qui sont voisins de la Centrafrique, ils vous diront, mais je voudrais qu'on se concentre sur le Cameroun. Je voudrais donc dire qu'il y a des contraintes extérieures et il y a des causes internes. Maintenant, si on enlève les contraintes extérieures ou un certain nombre de choses nous sont imposées parce que, malgré tout, on a quand même 6 voisins. Le seul État de la sous-région à en avoir autant, avec une ouverture dans la mer. La prévention, on peut soutenir que par moment, si on avait fait ceci ou si on avait fait cela, il n'y aurait pas eu telle ou telle chose. Mais d'un point de vue de l'analyse stratégique, vous n'aurez jamais des éléments fiables pour prouver que si on avait envoyé un enfant à l'école, il ne serait jamais devenu bandit. Mais dans la pratique argumentaire, on peut le dire. On peut dire que si on avait, par exemple, mieux géré la cohabitation entre francophones et anglophones, on n'aurait jamais eu de problèmes actuels. Mais ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein? Ça ne peut pas être tout à fait faux, bien que ce soit insuffisant. Parce que quand vous gérez mieux anglophone, francophone dans un pays qui tend à être bilingue, vous créez aussi une catégorie qui n'est pas concernée, ceux qui ne sont ni francophones ni anglophones. Et à un moment donné, vous aurez à gérer ça, si vous voulez, terre à terre. La grande opposition, je vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, c'est noir et blanc. Sauf que vous avez aussi les Indiens, vous avez aussi les métis. À un moment donné, résoudre le problème d'une seule communauté ou des deux laisse ceux qui ne se sentent pas appartenir à ces deux communautés. En tout cas, M. Coupi disait tout à l'heure qu'on n'a pas suffisamment mis l'accent sur la prévention. Certainement qu'il a des idées. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait? Je dois dire que si vous prenez le cas spécifique de l'extrême nord, qu'est-ce qui a fait le lit de Boko Haram? Je dois dire le phénomène du terrorisme est mondial, mais regardez le cadrage du territoire du Cameroun, l'occupation des frontières. Les frontières sont suffisamment perméables, ce qui fait prospérer des évasions de ces terroristes. Suffisamment perméable, vous avez dit, je ne suis pas très sûr. Hein, parce que si c'était si perméable, l'ampleur du phénomène serait beaucoup plus grande, non? Que les terroristes seraient déjà à Yaoundé ou à Douala. Non, mais écoutez, c'est la riposte. C'est la riposte avec l'intervention, l'appui des Américains et autres forces multinationales qui permet un peu de repousser Boko Haram hors du territoire camerounais. Et les accords qui permettaient aux forces camerounaises d'aller jusqu'au territoire nigérien. Donc, vous vous souvenez qu'au début, ce n'était pas cela. L'accès était aussi facile. Les frontières camerounaises sont les plus poreuses possibles. Il n'y a pas une politique d'occupation et de sécurisation
des frontières, nonobstant le constat que le professeur venait de faire, qu'on est le seul pays dans la zone sous-régionale qui a 6 voisins avec une ouverture dans la mer. Mais les frontières sont laissées comme cela. Maintenant, l'autre voie, c'est cette jeunesse qui ne mérite aucun encadrement, tant sur le plan de l'éducation que sur le plan économique. Parce que qu'est-ce qui fait Boko Haram exploiter et recruter parmi les enfants oisifs qui étaient sur le terrain, qui n'avaient pas d'autre chose à faire et qui avaient de la peine à trouver le pain à manger. Donc, c'est aussi ça. Lorsqu'on a travaillé à faire de la misère le lit quotidien des citoyens, on laisse prospérer, n'est-ce pas, des possibilités d'attaque pareilles. Et quand vous quittez le pan de la partie septentrionale pour rentrer dans les parties anglophones du pays, je crois que le professeur sait suffisamment qu'en remontant dans l'histoire récente du pays, quand on parle anglophone, francophone, tenter de réduire ça au niveau linguistique comme ils le font, ceux du gouvernement, est véritablement simpliste, est véritablement une preuve de malhonnêteté intellectuelle de pouvoir prendre le problème à bras le corps. Parce qu'il ne s'agit pas ici du problème linguistique. Aujourd'hui, on peut trouver des Camerounais qui parlent indifféremment l'anglais comme le français, mais ce n'est pas parce que vous parlez anglais qu'on va vous assimiler à anglophone au sens historique du terme, dans la construction anthropologique du pays. Oui, Et effectivement, tout le monde sait que la manière dont nous accédons à l'indépendance, on a 2 entités fondamentalement différentes. Et quand on parle anglophone, il s'agit de cette entité-là. Ce n'est pas un problème linguistique. Ce n'est pas un problème de langue. Monsieur Koupit, quand je résume les arguments que vous avez donnés qui prouvent qu'on aurait pu mettre l'accent sur la prévention, vous avez parlé de la porosité des frontières. Oui. Quand vous parlez de la porosité des frontières, ça veut dire que vous êtes en train de dire que c'est les voisins qui vous ont envahi avec la guerre. Mais vous ne pouvez pas le dire. Peut-être qu'il y a vos compatriotes aussi là-dedans. Parce que rien n'est prouvé que c'est seulement ceux qui quittent de l'autre côté qui arrivent vous envahir et sont armés. Et au-delà de cela, vous avez parlé de la misère des populations. La misère, il y en a un peu partout. Oui. Il y en a un peu partout. Donc, on aura beau faire... Et la misère, ce n'est pas seulement au nord. La misère, il y en a aussi au sud. Donc, ça veut dire que les sudistes aussi auraient pu prendre les armes pour vous dire, bon, ils s'en vont. Ce ne sont pas les nordistes qui ont pris les armes. Boko Haram, c'est une force exogène, une force qui n'est pas camerounaise, oui, mais qui prospère au Cameroun en recrutant parmi les Camerounais. Et autre chose qui devrait normalement rentrer dans le cadre de la politique préventive, c'est le dialogue interne. Regardez comment on se comporte au Cameroun. Lorsque il y a un problème, on n'a jamais voulu s'asseoir comme des fils et filles d'une même nation devant faire face à un problème commun. Lorsque ce terrorisme a commencé, le président était à Paris, c'est à Paris qu'il a déclaré la guerre contre Boko Haram. Il arrive ici, il n'a pas daigné, n'est-ce pas, de s'asseoir autour d'une table avec les forces politiques et sociétés civiles du pays pour voir comment on peut réfléchir pour mieux faire face de manière solidaire à ce phénomène. Il ne l'a jamais fait. On a pompé une loi antiterroriste qui a le plus divisé les Camerounais dans un contexte où on avait besoin de sceller vraiment l'union sacrée autour d'un problème commun. On va permettre au professeur... Peut-être que nous aurons la possibilité de venir sur cette loi qui, pour nous, est une loi liberticide. On va l'évoquer tout à l'heure. Professeur Ebodé, on vous fait beaucoup ce reproche-là, parce que dans d'autres émissions, j'ai entendu que on dit que l'État central prend des mesures qui sont souvent répressives pendant qu'il faut dialoguer. Est-ce que cela n'est pas quelque part vrai? Parce que les populations subissent aussi de plein fouet cette répression systématique pendant qu'on aurait pu privilégier le dialogue. Merci. Je voudrais d'abord commencer par dire qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on n'anticipe pas et dire qu'on a pris une loi antiterroriste. Je voudrais qu'on fasse un rapport entre la gestion des différents terroristes qu'on connaît aujourd'hui et cette loi. Cela signifie qu'on anticipe. Deuxièmement, je voudrais dire que... La loi a été prise après que... Avant. La loi est prise en plein... C'est ce que je voulais clarifier. Elle est prise en décembre 2014.
En tout cas, c'est le 23 décembre 2014 que la loi portant répression des actes terroristes a été adoptée à l'Assemblée nationale. Voilà, oui. On était déjà en plein avec Boko Haram. Attendez. Donc pour vous, la loi, on commence à la préparer le jour où ça passe à l'Assemblée. L'administration travaille sur une loi peut-être 6 mois ou 7 mois. Cela signifie que le problème a déjà été senti au niveau de l'administration, au niveau politique comme préoccupant. Donc quand on part voter, ça, c'est la finalisation. Oui, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à ce qu'il a dit, on ne consulte pas, c'est la relation aussi, par rapport à votre question. Je voudrais dire qu'il y a des questions de défense et de sécurité, ce n'est pas en assemblée ouverte que ça se passe. Si le président veut consulter même votre leader, il ne va pas venir faire une réunion. On va le contacter, il va le rencontrer dans un cadre normal pour qu'il lui dise ce qu'il pense. Vous pouvez maintenant aller voir votre leader et il pourra vous dire davantage sur ces questions. Et vous saurez que dans la gestion de la sécurité, ce n'est pas devant tout le monde qu'on prend les décisions. Et les concertations, généralement, c'est individu par individu. Mais si ça prend la couleur des concertations politiques, ce n'est pas une coalition des partis que tu vas appeler. Mais professeur, M. Koupita a également parlé de la porosité des frontières. Apparemment, vous avez laissé faire et après, vous êtes surpris par ce qui vous est arrivé. Au-delà de l'aspect linguistique dont il a parlé, de la misère des populations. Non, je voudrais d'abord dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. On est dans une sous-région où on prône l'intégration. On a un voisin qui n'est pas dans la sous-région Afrique centrale, mais avec qui nous avons la libre circulation des personnes depuis les indépendances. Lorsqu'on dit que les frontières sont poreuses, il faut bien expliquer ce qu'on veut par là dire. Il y a des manières de comprendre la frontière. Elle peut être comprise comme barrière, elle peut aussi être comprise comme zone de contact. Je crois que le Cameroun étant entouré de voisins qui sont aussi ses partenaires économiques, politiques, stratégiques, la conception de la frontière, c'est zone d'échange. Cela signifie que le maintien de la sécurité au niveau de la transfrontalité se passe par les deux pays. Le pays de gauche et le pays de droite. Voilà d'ailleurs pourquoi, quand vous voyagez, quand vous donnez votre passeport à Libreville pour venir au Cameroun, instantanément au Cameroun, ils sont informés que quelqu'un vient. Donc ce n'est pas une affaire d'un pays, mais il suffit qu'un État, sur les deux, qui partagent la frontière, faiblisse pour qu'il y ait accroissement de l'insécurité de l'autre côté. Ce qu'on vit aujourd'hui, et dont j'ai résumé tout à l'heure, en parlant des contraintes extérieures, un côté s'explique par cette difficulté à renforcer la sécurité dans les États voisins. Je le disais, M. Koupita a parlé aussi ici de la misère qui règne au sein d'une certaine de la population et les problèmes linguistiques. En tout cas, on est en train de faire l'état des lieux de la situation avant que la crise ne soit déclenchée. On va parler de la stratégie de riposte. Quelles sont les mesures qui ont été prises au moment où on a constaté le phénomène. Mais avant, on va marquer une petite pause, chers invités. Restez avec nous, chers téléspectateurs aussi. Ne partez pas. On marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants.